Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre 7e déjà rendez-vous MLS Franco alors qu'on est dans la 2e semaine d'activité de la MLS. Passez une belle semaine, Arius? Super belle semaine. Puis encore une fois, du beau soccer. Et puis, on n'arrête pas d'en parler du beau soccer, juste que du beau soccer. Richard, même chose, passez une belle semaine? Ouais, une excellente semaine. C'est sûr qu'avec les examens qui arrivent à l'université, ça, c'est pas un problème, mais en général, ça va super bien. Good, excellent. Super, Richard. Je parlais tantôt et là, les gens qui sont avec nous, je veux juste vous inviter, si vous êtes membre, à vous joindre au www.bbnmedia.com sur la plateforme section MLS Franco parce qu'on va se retrouver juste là dans quelques instants. Mais je dis à Arius, on est dans la 2e semaine et si je regarde les highlights que j'ai regardés, là, ça devrait se terminer dans quelques secondes, quelques minutes peut-être, mais il n'y avait aucun club encore qui était à 2 victoires. LAFC pourrait être la première formation à avoir 2 victoires en ce début de saison. Austin va gagner son premier match. Barco, d'après moi, il est déjà en liste pour le but de la saison. Fierro a fait tout un jeu défensif également. Toronto qui fait match nul. Moi, je vais dire qu'ils sont overrated. Je pense qu'ils sont moins bons qu'est-ce qu'on dit. Là. Mais Minnesota United, il n'y a rien qui va à Minnesota en ce début de saison. Difficile. Ochoa, c'est pas fait d'amis. Oh non, parlez-en à Adrian Heath en tout cas. Fait que ça a brassé. Ça a brassé dans la planète MLS, mais on est servi puis on aime ça. Je veux prendre le temps de vous remercier, chers auditeurs, d'être là avec nous pour cette 7e édition d'MLS Franco. On a tout fracassé à l'épisode numéro 6, donc merci à vous. Meilleure audience depuis le début. Donc, on espère que c'est qu'un début. Et encore, on voit des nouveaux abonnés sur la plateforme qui m'envoient des messages pour me dire MLS Franco, c'est ça à coche. Donc, on va essayer de continuer de livrer la marchandise. Oui. On va partir d'accord avec toi. On va partir ça avec Sporting Kansas City qui affrontait Orlando dans ce début de semaine-là, 2e semaine d'activité. Je vais quitter, on va aller donc avec juste les membres premium à l'instant avant qu'on se dirige vers les highlights de tous ces matchs-là parce qu'on a les highlights de tous les matchs. On va aller regarder ça ensemble à l'instant, ensemble. Donc, Sporting Orlando, un match qui se termine 1-1, mais quand même un bon duel. Ouais, vraiment, ça a été un bon duel. Je trouve que dans l'ensemble, ça a été un match plutôt rythmique, mais pas vraiment rythmique, dans le sens qu'à cause des fautes puis à cause des hors-jeux, ça a un petit peu cassé le rythme, mais en général, ça a été un excellent match. Là, on voit Nicolas Ezima-Mirin qui s'est fait refuser un but. Mais dans l'ensemble, ça a été un match plutôt positif du côté de Sporting Kansas City. Beaucoup d'occasions créées de la part de Bouzio, encore une fois. Ce gars-là, c'est juste incroyable. Même son jeune âge, il arrive à produire autant. On a vu également quelques flashs offensifs du côté d'Orlando avec Perea qui a failli marquer son premier but en MLS. Mais dans l'ensemble, c'est un match plutôt intéressant puis même intriguant. Ça nous a un petit peu laissé sur la fin, justement à cause qu'il y a eu de nombreux hors-jeux puis de nombreuses occasions ratées. Mais c'est sûr que ce que je retiens dans ce match-là, ça a été surtout les erreurs défensives du côté d'Orlando parce qu'au niveau de la relance, ça a été un petit peu compliqué. Tu voyais que le gardien, des fois, il y avait comme un manque de communication avec son défenseur central, justement avec Antonio Carlos, je crois. Et ça a créé un surnom, justement, qui a mené au but de Gianluca Bouzio. Ça m'a fait rappeler un but un petit peu à la Mbappé juste avant de terminer. Dans le sens que Bouzio, au lieu de faire une feinte, au lieu de tirer vers faire un tir en finesse, si on veut, il prend le côté gauche, le côté droit du gardien pour faire un tir à ras de terre. En fait. Ça m'a fait juste rappeler à quel point ce gars-là est très talentueux. Le but, Arius, comme ça, de la talonnade, c'est merveilleux. On va le regarder, ça. Merveilleux, puis il fallait que ça soit un joueur comme Nani, effectivement. Puis quel beau but, l'instinct du marqueur, l'instinct du grand joueur de Manchester United, Nani, et puis un but controversé. On est allé voir même au VAR pour voir s'il n'était pas hors jeu. Mais c'est vrai qu'il était vraiment sur la limite. Mais
quel beau but. Et puis, tu parlais tout à l'heure, avant qu'on rentre en show, peut-être Barco pour le but de l'année. Ben, peut-être Nani aussi, c'est le but de l'année. Oh ouais, donc, je pense que la petite talonnade. La petite talonnade était formidable. Et puis, comme Richard a dit, c'était un match qui était un peu... c'est très intense. Et puis, les deux équipes cherchaient à aller chercher une victoire. Et puis... Et malheureusement, c'est fini par un match nul, mais on a vu quand même deux équipes qui vont se battre tout le long de l'année, puis une belle foule aussi à Sporting et à Kansas City. Puis on voit que l'engouement et puis le spectacle commence là. C'est ça, les gens répondent présents. Hein. Il y a quelques endroits à travers le stade qu'on voit qu'il y a des gens. Il y en avait quelques-uns d'ailleurs pour le match Nashville-Montréal, beaucoup moins que ce qu'on voit là présentement, mais tranquillement, pas vite, les foules reviennent et c'est le fun de voir cette ambiance-là qui règne dans le stade. Oups! Le NIC FC qui a appris à Cincinnati à jouer au soccer sur un terrain, on va se le dire, qui faisait pitié. Là. Ah, vraiment, là. Au calibre qu'ils ont, avec l'argent qu'ils ont, avec les sponsorships avec Man City, je m'attendais à avoir un terrain plus professionnel, si on veut, mais écoute, on s'habitue, là. Mais moi, ça me surprend. Honnêtement, ça me surprend, GF, parce que on parle souvent de l'image, de la qualité, de ce que la MLS veut représenter. Et pour moi, c'est inacceptable. Et puis, je pense qu'éventuellement, ça, c'est des choses que peut-être que les partisans, les gens, les médias qui suivent vraiment la MLS, et puis nous, on en parle aujourd'hui, puis je trouve que c'est très intéressant que tu amènes le point. Et si on veut promouvoir une ligue qui est la plus grosse ligue à travers le monde, ben, on ne peut pas avoir des situations comme ça, des terrains de... Moi, j'appelle ça soccer baseball, et puis... C'est ça, dans le fond, NICFC, pour les auditeurs qui ne le savent pas, évolue au Yankee Stadium. Exact. Conçu, donc, on voit clairement présentement le terrain de baseball, mais... d'un, c'est ça, on joue sur un terrain qui a vraiment pas l'air d'un terrain de soccer et la qualité de la production n'est pas à la hauteur non plus. Les images, la qualité des images n'est pas là. Et, tu sais, pour un match hors concours, ça aurait pu faire. Un match pré-saison, mais un match de saison régulière, je rejoins à Arius ton point. On peut pas se permettre de présenter des matchs de cette qualité-là. Non. Et un peu comme Richard disait, surtout d'une équipe comme NICFC qui ont des moyens incroyables, des formations sans aucun doute les plus riches dans le circuit de la MLS. On peut pas tolérer ça du côté de la MLS. Non, ça vient encore rentrer dans le stéréotype comme quoi la MLS c'est juste une ligue de retraités puis que c'est pas sérieux. Là, tu vois la preuve même qu'une équipe aussi riche avec le NYCFC qui joue dans un terrain de baseball, ça fait un petit peu pitié, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a eu des pourparlers pour avoir un nouveau terrain du côté de New York, mais encore là, je ne sais pas si ça va se faire, mais j'espère vivement qu'il va y avoir un terrain parce que ça prend un peu plus de sérieux. Ça manque de sérieux de voir des joueurs professionnels jouer dans un terrain de baseball, puis ça ne cadre pas dans le style de la MLS. Non, c'est ça, et c'est certain que du côté de New York, les terrains vacants doivent être assez rares. On sait que c'est très dense. Fait que si on veut un bon spot dans le centre-ville, c'est pas évident, mais il faut trouver une solution parce que là, ça ni queue ni tête. Un match. Il n'y a aucun problème de jouer dans un. Il n'y a aucun problème de jouer dans un stade de baseball. C'est juste, on s'arrange que le terrain a l'air d'un terrain de soccer. Exactement, c'est ça. Exact. Faut que ça le fasse. Montréal jouait également. Montréal jouait contre Nashville. 1-2 pour certains satisfaisant. Il y en a qui vont parler que le CF Montréal est allé chercher 1 point. Il y en a qui vont dire que CF Montréal a laissé 2 points sur la table. Belle enroulade de Mason Toye. Magnifique. Un deuxième but presque identique à son premier. Oui, exactement. Le même scénario pour Mason Toye. Moi, je suis content de le voir marquer ainsi.
Parce que moi, franchement, je suis un fan de Mason Toy depuis le Minnesota. Là. Je sais que les gens vont dire que je suis un bandwagon, mais en réalité, c'est pas vrai. J'ai vraiment aimé Mason Toy en général. Ce qu'il apporte sur le terrain, c'est un gars qui est très compétitif et qui se met beaucoup de pression sur lui. Même Nancy l'avait mentionné durant le début de la saison, comme quoi il voulait performer et comme quoi c'est un joueur qui aspire, son idole, c'est Thierry Henry, justement. Donc, ça rappelle un peu un but que Thierry Henry marquait autrefois avec Arsenal. Mais dans l'ensemble du match, je pense que j'ai vraiment aimé la première mi-temps, c'est sûr, ça a été bien. Mais la deuxième mi-temps, tu voyais que l'équipe commençait à perdre du rythme, puis tu voyais que la pression s'en venait du côté de Nashville. Les gars descendaient beaucoup plus, il y avait beaucoup de surnoms, surtout du côté des ailes avec Lovitz et Léal à nouveau. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles. Mais par contre, dans l'ensemble, moi, je suis satisfait de la performance des gars de Montréal, en fait. Moi aussi, je pense qu'on a concédé un petit peu moins que Cincinnati avait concédé. Un seul changement à la titularisation, Arius, c'est Struna qui prenait la place de Waterman. On en avait parlé après le premier match. Waterman avait été un petit peu décevant. Struna arrive dans le portrait, fait pas nécessairement mieux, a été nommé par contre joueur désigné, fait que on n'aura peut-être pas le choix de continuer comme ça en l'absence de Bings là, qui est blessé pour quelques semaines. Ben, Struna amène quand même, c'est quand même un gars qui a même quand même une certaine expérience. Il connaît bien la ligue et puis les 2 dernières années avec Houston. Et puis, je vais donner la chance au coureur parce qu'il vient d'arriver dans le club et puis, bon, qui s'installe. Il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'il s'adapte et tout. Et puis, je pense qu'il a pas mal fait. Et puis, s'il y avait un joueur qui avait joué le premier match, justement, sur le premier but, qui s'est fait battre dans les airs, Kamal Merle. Kamal Merle, pas juste lui, mais je trouvais que toute la ligne défensive, mais le fait que l'équipe était souvent en deuxième demi, en reculant, la défensive était souvent en reculant. Ben, ça a apparu sur le côté énergétique de l'Impact. Pas de l'Impact, excuse-moi, de CF de Montréal. Et puis, en même temps, comme tu disais tout à l'heure, Jeff, je pense qu'ils ont perdu 2 points. Parce que, honnêtement, tu mènes 2-0 après la première demi. Est-ce qu'on... Romel Kyoto a manqué une chance incroyable de marquer. Incroyable de marquer. Est-ce qu'on ferme le match? Est-ce qu'on ferme le match si Romel Kyoto met ça 3-0? Moi, je pense. Vas-y. Non, je pense pas. Dans le sens que même Nashville aurait quand même eu des occasions de marquer. C'est sûr qu'ils auraient mis encore plus l'accent sur le pressing puis jouer sur les flancs. Donc, je pense que, encore là, même juste garder le score, comme on dit dans le jargon du foot, park de boss, je pense que ça se fera pas parce que nos joueurs vont quand même tout donner sur le terrain, malgré que offensivement, il y a quand même des bons outils avec Léal, Mouktar et même Cadiz en avant. Puis je pense que encore là, ça va être un peu. Encore là, c'est une question de gestion. Parce que Montréal, c'est sûr qu'en fin de match, ça n'a pas toujours été rose. Même dans les années précédentes, ça n'a pas été facile de préserver un score. Donc, Nashville, on peut s'attendre ça du meilleur comme du pire, mais garder un score comme ça se fait. Non, c'est un petit peu difficile. Moi, je dis oui, JF, que la chance ratée par Kyoto aurait pu faire très mal à Nashville. Et dans le jargon du soccer, un peu comme je vais utiliser l'expression de Richard, c'est que Nashville mettait beaucoup de pression. On a vu que le deuxième but, justement, que l'Impact, pourquoi l'Impact? CF de Montréal marque. L'Impact. CF de Montréal marque. On voit le deuxième but qui marque. C'est après une perte de balle parce qu'il y a beaucoup de pression, puis beaucoup de joueurs étaient en attaque de Nashville. Et puis l'Impact, c'est ça leur force. Puis je voulais amener ce point-là. La force de l'Impact, c'est vraiment une équipe en contre-attaque. On le voit très bien avec Boguillard et puis Toy, quand ils ont la chance de contre-attaquer rapidement dans des situations de 3 contre 2, de 4 contre 2, ils peuvent faire très mal à beaucoup d'équipes.
Après, par moment, on a vu durant le match que le CF avait beaucoup de difficultés à garder la position du ballon, composure du ballon, parce que Nashville mettait beaucoup de pression. Nashville mettait énormément de pression sur eux. Un joueur qui aurait pu continuer à aider beaucoup, puis je pense qu'il manquait d'énergie à la fin, c'était Boguillard encore sur le côté droit, où est-ce que l'Impact avait beaucoup d'occasions sur le côté droit. Mais ils n'ont pas continué à exploiter ça durant le match. Malheureusement, Nashville se sont adaptés. Mais je trouve que vraiment, malheureusement, ils ont perdu ces 2 points-là. Puis Nashville a tout fait pour aller chercher un point. Puis je dis que Nashville est allé chercher un point. Puis il méritait ce point-là. Mais le CF de Montréal doit trouver l'occasion comme dans les dernières années, comme Richard a dit. Ils n'ont pas vraiment... c'est compliqué de préserver un score. C'est compliqué de préserver ce score-là. Puis ils n'ont pas vraiment trouvé des façons de préserver le score. Mais vraiment, quand même, le point fait du bien parce que c'est un point qui va être très important à la fin de l'année. Puis aller chercher un point à Nashville, c'est quand même formidable comme performance. Mm-hmm. C'est sûr. Moi, je pense que oui. Et ça place encore Montréal au premier rang dans l'Est présentement. Après 2 semaines d'activité. Donc, la seule équipe présentement qui fait mieux, c'est le LA Galaxy qui vient de remporter son match. On va en parler un petit peu plus tard dans cette rencontre-là. À travers le podcast, on va regarder tout ça dans quelques instants. Un autre bon match, c'est celui de Toronto-Vancouver qui retenait l'attention. Donc, les gens attendaient ce duel-là. Toronto qui s'en sort donc avec un verdict de 2-2 face à Vancouver. Est-ce qu'on a surévalué la formation de Toronto? Parce que là, contre Montréal, on a dit c'était le club B, mais là, les joueurs de premier plan commençaient à revenir. Ils n'ont pas été titulaires, vous me direz, mais on a vu des Osorio, on a vu des Altidore faire une entrée dans cette rencontre-là, mais on s'en tire avec un verdict nul de 2-2 contre une équipe qui, Vancouver, je pense, cette année, personne ne les mettait là, dans les premiers rangs. Donc, est-ce que si je suis fan de Toronto, est-ce que je suis déçu aujourd'hui? Non, moi, je pense que c'est une victoire, un match nul plutôt satisfaisant dans l'ensemble parce que Toronto, première mi-temps, ça n'a pas été facile. Tu voyais que Vancouver avait beaucoup de rythme avec Caicedo, Cavallini et même, j'ai oublié son nom, Dairon, justement, qui a marqué sur un penalty. Mais j'ai vraiment aimé la performance de la formation de Dos Santos. Tu voyais qu'il y avait beaucoup de rythme, beaucoup d'actions offensives, beaucoup de possession de balle. Mais c'est dommage parce que quand tu penses à Toronto, quand tu regardes l'ensemble du match, tu te dis Toronto, c'est fini. Pas que c'est fini, mais que tu penses qu'ils sont morts, mais en réalité, ils sont pas morts. Ils sont toujours en train de vivre, ils sont toujours vivants. C'est comme un chat qui a 9 vies, en fait, en général. Donc, c'est ça. C'est dommage avec eux parce qu'ils peuvent tellement soit avoir une bonne performance, mais jouer tellement mauvais puis récolter un point. Mais je pense que pour une équipe B de Toronto, c'est quand même une équipe qui a quand même sorti les champions du Mexique en Club Léon. Donc, il y a quand même de la qualité encore là. Puis tu vois qu'avec les joueurs qui arrivent, comme Aquinola qui était apparu, Osorio, comme tu as mentionné, là, tu vas voir que les joueurs de Toronto vont se rattraper. Et là, ils ont signé un nouveau DP, je pense. Ouais, c'est ça, justement. Donc, j'allais en mentionner. Là. Le gars de Santos. Jefferson Soteldo, je crois. C'est un joueur qui est très, très vif, très, très explosif de ce que j'ai pu voir sur YouTube. Puis qu'on dit beaucoup de bien à Santos. Donc, déjà là, le fait de le voir là-bas avec Altidore, Pozuelo, ça va être chaud, là. C'est très intéressant. Je pense que oui. Je pense qu'ils vont avoir quand même une bonne formation. Et c'est-tu décevant, Arius, de voir, puis je vais en reparler demain dans le podcast, mais de voir qu'à Montréal, tu sais, on signe nos DP, nos Young DP de l'interne pour sauver des salaires, de voir Toronto qui investit dans sa formation en signant un 3e DP, quand même un gros transfert.
c'est un peu dommage de voir que Montréal s'en va pas dans cette direction-là. Ben, on en a déjà on a déjà touché le point, JF. Tu sais, c'est pas toutes les équipes qui ont les mêmes budgets. Puis, Non, ça, c'est sûr. Toronto ont quand même une grosse organisation. Une grosse organisation, exactement. Et puis, c'est une équipe qui a signé des Bradley, des Altidore pour plusieurs années. Et puis, pendant ces années-là, ben, c'est une équipe qui veut à chaque année aspirer au grand titre. Et puis, donc, il met l'investissement qu'il faut. Et puis, donc pour les prochains 2-3 ans encore, c'était encore une équipe. Et puis, comme Richard a dit, on pense que c'est une équipe qui à chaque année, on pense que c'est fini. Donc, oublie pas, c'est une équipe pendant 8-9 ans était dans la cave. Donc, ils ont beaucoup travaillé avec leurs jeunes, beaucoup travaillé au niveau de leur académie. Puis aujourd'hui, on voit ça porte fruit parce qu'ils avaient un projet à long terme. Et puis, ils ont été champions dans les dernières. Ils ont été 2 fois en finale dans les dernières années. Ils ont été champions une fois. Et puis, ils sont encore une équipe qui peut être champion. Donc, ils continuent à être très dominants. Puis moi, je trouve ça formidable aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs canadiens. Et puis, c'est fun pour l'équipe Canada aussi qui va avoir tous ces joueurs-là, qui va avoir beaucoup de minutes dans les jambes et puis beaucoup d'expérience du milieu de professionnels. Je pense que oui. Je pense que ça va être super à regarder. Les Quakes de San Jose affrontaient Dallas. Moi, je pense qu'on va avoir dans ce match-là le jeu défensif de la semaine. Fierro qui empêche littéralement un but. Là, ce qu'on voit, c'est penalty qui a été accordé et raté par les Quakes. Mais les Quakes qui emportent ce match-là 3-1. Un match qui était très intense, très physique. On l'a vu, on vient de voir un penalty. On va voir un rouge sortir sur Wondolowski en fin de rencontre. La deuxième pénalité. Ça a été très, très, très physique. Est-ce que le premier pénalité est un pénalité? Parce que j'ai trouvé que le premier, là, le joueur, il en a mis un peu beaucoup. Peut-être c'est un pénalité, mais j'ai trouvé qu'il en a mis. Il méritait peut-être même une carte jaune, le joueur. Peut-être un pénalité, puis avec une carte jaune. Parce que là, après ça, ça a un peu dégénéré un peu le match. Et puis, on a vu que l'arbitre avait perdu un peu le contrôle, mais à la fin, sans oser, avec Cowell qui a fait la magie sur le jeu et puis qui a eu un très bon match. Et puis, on a vu un San Jose qui a dominé et puis qui est allé chercher le 3 points. Le gars a juste 19 ans. 17 ans. Quand tu le regardes, il a juste 17 ans, mais c'est comme s'il y avait la corpulence d'un gars de 25 ans, 26 ans. Donc, pour moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Mais San Jose, un excellent travail, ça, c'est vrai. Mais pour San Jose, je trouve que tu peux t'attendre ça du meilleur comme du pire, comme on a vu en ce moment. Ça, c'est vraiment le meilleur de San Jose. Une équipe qui peut surprendre, un peu un match surprise. C'est comme un sac à surprise avec San Jose. Tu ne sais pas à quoi t'attendre d'eux. Mais dans l'ensemble, ça me rappelle un peu la MLS is back, un peu la performance de San Jose en général, parce qu'au début, tu ne t'attendais pas à grand-chose d'eux, mais tu arrives avec une grande performance de la part de Almeida, même des joueurs en général. Mais pour cette rencontre-là, j'ai vraiment aimé l'apport de Eric Remedi, même de Kate Cowell, qui a amené beaucoup de punch à l'attaque. Même pour un gars de 17 ans, je sais que je me répète encore, mais moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis je sais que ce gars-là a des aspirations beaucoup plus hautes que la MLS. C'est sûr qu'il va aller en Europe d'ici quelques années. Donc, moi, je ne suis pas étonné. Puis franchement, une équipe qui me surprend comme San Jose, c'est que du bonbon rendu là. Oui, je pense que oui. LAFC et Seattle. Ça, c'était un des matchs que nos fans, que nos auditeurs voulaient qu'on surveille de près. Je pense que c'était un duel, en tout cas, contre une équipe qu'on voyait aspirer au sommet. Et Seattle, qui est déjà donc une des équipes, je pense, de premier plan de cette ligue-là, de ce circuit-là. On a eu un bon match entre les deux formations. Même si c'était un duel serré, là, ça s'est terminé 1-1, mais c'était un bon match.
très bon match. Là, on regardait les deux puissances de la MLS s'affronter en fin de semaine. Et puis, Seattle a vu que c'était pas le même match que la semaine dernière. Non. Et puis, un LAFC beaucoup plus organisé. Parce que la semaine dernière, on en a parlé, JF, un peu après, parce qu'on ne l'avait pas vu dans nos highlights. On a vu un Bradley changer Vela. Ça n'a pas été facile. Ça n'avait pas été facile de changer parce qu'il pensait qu'il était blessé, parce que quand il avait demandé l'aide Du soigneur. du soigneur. Exactement. Mais on a vu un LFC beaucoup mieux organisé, puis qui a fait face à Seattle et puis qui est allé chercher un bon match nul. Parce que c'est ça, pour Seattle, sans dire que ça peut être décevant, pour LAFC, c'est un bon match nul 1-1 face à Seattle. Oui, totalement. Surtout avec l'absence de Rossi qui n'a pas été là, même Vela qui a été blessé. Je pense que c'est un bon résultat dans l'ensemble. Mais on s'attend à ce que LFC, c'est sûr que c'est le deuxième match de la saison, mais il y a énormément de potentiel en avant. Donc, moi, je suis pas inquiet concernant leur position en général. Mais je sais que LFC vont clairement finir ça dans le top 3 de la session ouest. Donc, même dans l'ensemble du match, il y a eu beaucoup de flashs offensifs, beaucoup de flashs défensifs de la part de LAFC. Même Cifuentes qui a connu un très bon match, je trouve. Même Marc-Anthony Kaye, même Edouard Atuesta, que pour ma part, je trouve que c'est l'un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue. Très, très bon. Passé d'une très bonne vision de jeu. Même du côté de Seattle, même en l'absence de Lodero, tu as vu que Rui Diaz a quand même step up. Il a gratté quand même 2 occasions qui auraient pu clore le match. Mais n'empêche que Seattle, encore une fois, même avec le peu de ressources qu'ils ont fait durant l'entre-saison, c'est une équipe qui est quand même très bonne offensivement, qui a beaucoup de qualité et qui a beaucoup d'expérience, vu que c'est quasiment le même noyau qui est là durant les années. Donc, Seattle, c'est une très bonne équipe. Puis je pense que ce match-là, c'est juste un pas vers l'avant pour eux. Je pense que oui. JF, pour ajouter quelque chose, si les gens veulent vraiment voir la progression de la MLS et puis côté tactique, technique, physique, c'était un match à regarder ça en fin de semaine. C'était vraiment un des bons matchs. Un des bons matchs. Ouais. Jouait quand même, somme toute, rapidement. Fait que c'était vraiment un beau match. Puis c'est ça, à 1, je pense qu'il y a personne qui peut être déçu de cette rencontre-là. Et on a vu vraiment un duel au sommet, là. En deux formations, en tout cas, qui... on comprend pourquoi que ces deux formations-là aspirent à de grandes choses en MLS cette saison. Oui, vraiment. Puis tu vois que la qualité est partout, que ce soit dans les buts, même en défense, même en attaque. Vraiment, c'est que du spectacle pour la Ligue et c'est très bon pour le développement de la Ligue parce que c'est comme ça que les gens vont prendre conscience que la MLS a énormément évolué. Puis, juste encore là, c'est juste parce que je sais que c'est juste la deuxième saison de la saison, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de positifs à retenir dans ce match-là, puis il y a beaucoup de potentiel à aller chercher durant les matchs à venir. Donc, je ne suis pas inquiet pour les deux équipes. Atlanta affrontait Chicago également dans sa deuxième semaine. Et on a eu tout un match entre les deux formations. Atlanta United qui s'est imposé de par Barco. Et c'est ça, je disais, est-ce qu'on a le but de la semaine? But de la semaine, je pense que oui, ça c'est évident. Mais peut-être là un des beaux buts également de la saison. On en parlait tantôt avec la talonnade aussi de Nani, mais quelle performance! Oui, vraiment très belle performance. Même à domicile, Atlanta à la base, à domicile, sont intraitables. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arrivent à gagner à Atlanta, justement. Puis le fait de voir Barco comme ça marquer et même célébrer et voir son sourire, ça, c'est que du bonbon parce que ça va être bon pour lui, parce qu'on s'attend à ce que ce soit le Barco que ce soit lui qui mène l'équipe en général. Donc, moi, je suis vraiment content pour lui, puis c'est que du possible pour, pour sa carrière. Donc, moi, je suis très content, puis je savais qu'Atlanta allait revenir. Là. Le match qu'ils ont connu contre Orlando, c'est juste une erreur. Ouais, exactement, c'est juste une erreur, mais Atlanta, pour moi, c'est une équipe à surveiller, puis avec le coach, avec la culture, la mentalité, une mentalité gagnante, c'est juste parfait pour eux. Là. Est-ce que, Arius, est-ce qu'Atlanta, c'est le genre d'équipe, justement, où la MLS veut se diriger? Il me semble qu'ils ont toutes
Ils ont le style, ils ont l'amphithéâtre, ils ont le marketing, ils ont tout ce qu'il faut. Mais semble, s'il y a une équipe dans laquelle j'investirais en MLS présentement, c'est Atlanta United. Oui, Atlanta United ressemble beaucoup 30 secondes, Arius, là, ici, oui. là, j'avais pas vu cette petite séquence-là, mais... Ah ouais, c'était un but de toute beauté. Ici, là, il y a Jorgen a un crochet. Ouais. Ici, là, un but de toute beauté. Magnifique. De toute beauté. C'est de toute beauté. Donc, ça aussi, c'est un des beaux matchs. Et le but de Barco, on va le revoir à l'instant. Ça sera pas long. Le retour sur son coup franc. Oui, c'est ça. Fait que là, on le voit très bien, il est identifié, mais il va rechercher son coup franc. L'autre, il a presque l'air déçu de ne pas avoir eu ce ballon. Il allait rentrer dedans, mais Barco, il a dit non, je m'en occupe. Et c'est le fun. Comme tu dis, la réaction, Richard, de cette équipe-là, mais c'est ça, Arius, belle équipe, Atlanta. Là. Belle équipe, GF, et puis, comme tu disais tout à l'heure, c'est le genre d'image qu'on veut voir de la MLS. Grand amphithéâtre, belle ambiance, une belle équipe sur le jeu, ça joue au ballon, et puis on voit Barco comment l'émotion après le beau but, et puis le commentateur, on l'entend aussi même. Donc, cette ambiance-là, c'est ce qu'on veut rechercher, c'est ce qu'on veut voir à travers la ligue, et puis pour encore donner plus de crédibilité à cette ligue-là. Je pense que oui. Comme toutes les ligues à travers le monde se vendent avec ces genres d'ambiance. Je pense que oui. Un match qui va avoir retenu l'attention également, c'est bien sûr le match entre Real Salt Lake et Minnesota United. Fin de match un peu cacophonique, mais donc Real Salt Lake qui s'en sort victorieux avec un verdict de 2-1 face à Minnesota. Puis Minnesota, plusieurs les plaçaient très haut cette année, mais ça part pas comme ils veulent, là, Richard. Non, pas du tout. Tu voyais qu'il y avait beaucoup d'erreurs défensives de la part de Minnesota, dont Chase Kaspar qui avait fait une mauvaise relance, qui a mené une contre-attaque puis qui a mené un but justement à Anderson Julio qui a marqué son deuxième but de la saison. Mais ce que je retiens de ce match-là, c'est que c'est les nombreuses erreurs défensives de Minnesota. Mais par contre, une grande opportunité de contre-attaque du côté de RSL. Tu voyais que les joueurs étaient vraiment dans le match, qui étaient déterminés à aller chercher un point parce qu'à Minnesota, c'est pas facile de remporter un match là-bas. Donc, déjà là, le fait de voir les acquisitions aussi avec Rubio, Anderson Julio qui a marqué son deuxième but de la saison, c'est très positif pour eux parce qu'on s'attendait tous à ce que RSL finisse soit en bas parce que c'est un petit peu compliqué au niveau financier, puis au niveau sur le terrain, c'est un petit peu compliqué pour eux. Mais ça fait plaisir à voir parce que c'est une équipe qui était très, très bonne auparavant, qui avait une culture un peu plus gagnante, si on veut. Mais Minnesota, moi, je suis un petit peu réticent. Pas réticent, mais je suis un petit peu, pas inquiet, mais un petit peu, dans le sens que je suis patient avec eux, mais c'est sûr que la patience a des limites, puis si ça continue comme ça, c'est sûr que Dwayne Heat va être le premier visé, puis c'est lui qui va partir, quoi. En fin de match, Arius, on a essayé de ramasser, là, après avoir marqué, on le voit bien, on a essayé de ramasser le ballon pour aller rapidement faire une remise en jeu. Le gardien de Real Salt Lake, ça y tentait pas, là. Non seulement ça ne lui tentait pas, il nous a joué un peu le cinéma, mais ça, c'était pas nécessaire non plus du joueur de Minnesota parce que ça changeait absolument rien. Que tu prends le ballon plus vite que tu ailles chercher le ballon dans les mains du gardien qui l'a déjà, et puis ça ne changeait absolument rien. Donc, pour revenir un peu au résultat du match, on a vu deux équipes qui se cherchent en ce moment. Et puis, Salt Lake a joué un super bon match. Minnesota, c'est une équipe que je ne suis pas inquiet pour. Comme Richard a dit, il s'inquiète. Je ne suis pas inquiet pour. C'est une saison qui va être longue, Richard. Tout le monde va avoir des hauts, tout le monde va avoir des bas. Et puis, je pense qu'ils vont se replacer.
Et on a vu juste un peu de cafouillage, manque de communication. Puis ça, c'est des choses qui vont se parler dessus parce que c'était la même chose la semaine dernière aussi. On a vu une équipe qui est quand même qui a des bons joueurs en arrière, un bon gardien dans Sinclair. Et puis, un bon joueur avec Lord qui vient d'arriver, puis je pense qui a donné le premier but cette année. Mais Minnesota va se replacer, je pense, rapidement. Mais Salt Lake les a surpris avec leur contre-attaque. Et puis, Julio qui marque 2 buts, qui est les 2 premiers buts de sa jeune carrière en MLS. Et puis, on voit que ça va être une saison qui va être longue pour tout le monde. Puis juste pour faire du pouce, excuse-moi, JF, juste Oui, pour faire vas-y. un pouce sur ce que tu as dit, Arius, concernant Ouais. l'incident du gardien. J'avais écouté le point de presse, en fait, de Adrian E. qui avait mentionné que pour un gardien de première année, c'était pas son meilleur match, puis qu'il était plutôt mauvais. Ça en dit long sur le caractère du coach, comme quoi c'est un petit peu de l'arrogance, puis un peu plus de mépris envers lui, parce que c'est pas nécessaire d'avoir des commentaires aussi négatifs et péjoratifs à l'égard de jeunes gardiens. C'est sûr qu'il a fait une erreur, ça, on se cachera pas, mais n'empêche que de dire des commentaires de la sorte, ça vaut pas la peine. Puis juste pour terminer sur Minnesota, comme tu as dit, Arius, je suis pas inquiet. Puis justement, avec l'acquisition qu'ils viennent de faire en la personne d'Adrien Hunou, l'attaquant du Stade Rennais, ça, c'est juste du surplus pour eux, là. En même temps, ce que ça fait, c'est que ça rajoute de la pression sur Heat, qui doit bien gérer avec les Reynoso, Lod, Reynoso, Finlay, Lod, Abila et maintenant Unu. Donc, juste encore là, c'est de la pression de plus pour Heat. Ça lui livrer la marchandise. Et du côté de Minnesota, là, on parlait justement des aléas d'une saison MLS où chaque formation a à un moment donné une petite descente ou un passage à vide. Le côté positif de la chose, c'est aussi bien de l'avoir là en début de saison, en début de saison, exact. De toujours aller en pente croissante que lorsque tu arrives là, dans vraiment les derniers matchs où tu veux à tout prix aller chercher des points, si là tu connais une baisse de régime, tu es un peu dans le trouble. C'est un peu comme Seattle l'année passée. Ils ont commencé ça a été un peu plus compliqué pour eux, mais vers la fin de saison, ça s'est replacé, puis ils ont fait les séries, puis encore là, ils ont perdu la MLS Cup l'année dernière, mais tu vois que ça a été un peu plus compliqué au début de la saison. Puis à force de gagner des matchs, ça crée de la confiance aux joueurs, puis même au staff technique. Puis là, tu vois que les résultats commencent à sortir. Donc, encore là, Minnesota, je suis pas inquiet. Petit train va loin, qu'ils disent. Exactement. C'est une équipe qui est bâtie pour faire les playoffs, GF, donc ils devraient faire les playoffs. C'est définitif. New England face au DC United. Victoire, je dirais pas peu convaincante, mais victoire de 1-0 face à DC United, qui est un club qui, cette année, ne devrait pas aspirer là, au sommet. Moi, j'avais prédit que les Rams auraient une superbe saison cette année, mais il va falloir des victoires un peu plus convaincantes que ça si New England veut aspirer à se battre dans le haut du classement, là. Oui, ça, c'est sûr. Puis je pense que encore là, ce match-là, ça nous a mis un petit peu sur notre fin, malgré le but contre son camp de Heinz Ike. Ouais, ça a été un petit peu compliqué pour DC, même s'il y a eu quelques bons flashs offensifs de la part de Gressel et de Flores. Mais je pense que ce match-là, ça nous a juste mis un petit peu l'eau à la bouche, malgré que Carles Hill a été très présent puis il a montré beaucoup de qualité. Puis il a été un peu plus le meneur de jeu de cette équipe-là, justement. Puis je pense que juste le fait d'avoir un Carles Hill dans son équipe, c'est que du surplus, c'est que du positif. Puis dans l'ensemble du match, comme je l'ai mentionné encore une fois, ça nous a gagné un peu plus sous la fin, mais il y a eu des bons flashs offensifs de la part des Revs. Je pense que oui. Bon flash offensif de la part des Revs à l'occasion. Un jeu très linéaire, très... Ils jouent beaucoup dans l'axe, hein? Ils jouent beaucoup dans l'axe et puis des fois, je pense que c'est manque de technique aussi, je trouve. Il y avait beaucoup de... La première touche était... J'ai regardé vraiment le match un peu dans l'ensemble et puis on voit aussi, c'est l'équipe à Buchanan et puis j'aime ça suivre un peu où jouent un peu les Canadiens. Et puis, je trouve qu'il manque un peu de chimie. Puis, c'est le début de la saison, fait que il y a des équipes qui se cherchent, il y a des équipes qui ont déjà trouvé leur chimie.
Je trouve qu'il manque encore un peu quelque chose. Et puis, ces deux équipes-là, qui se sont, depuis le début de la MLS, se sont affrontées souvent. Et puis, c'est une bataille physique constamment quand ils se rencontrent. Et puis, des fois, ça joue un peu moins au soccer, puis ça réfléchit un peu moins tactiquement. Et puis, j'aime un peu moins ça, moi, personnellement. Mais comme tu dis, il faut que ça soit un peu plus convaincant s'ils veulent aller un peu plus loin dans la saison en GF. Je pense que oui. Miami, la troupe de David Beckham qui affrontait l'Union. Si on m'aurait dit que Miami allait chercher ses premiers points, en tout cas sa première victoire de la saison face à l'Union, j'aurais sûrement pas cru. Non, j'aurais pas cru moi non plus. Donc, dans les circonstances, Arius, comme tu dis, je pense que c'est une grosse victoire pour les hommes de David Beckham. Grosse victoire, puis je pense qu'ils viennent envoyer un message clair à la Ligue que c'est pas parce que c'est une équipe d'expansion qu'ils vont venir ici. Puis, non, je pense que Beckham aussi ils sont pas l'entouriste. A envoyé le message en signant beaucoup de joueurs, des joueurs connus. Et puis, vraiment exceptionnel. Higuaín, les deux Higuaín Federico, ils ont été exceptionnels. Et puis, on a vu un Union qui a fait face à une équipe qui les a surpris. Et puis, tout à l'heure pour Minnesota, je ne suis pas inquiet pour eux, mais c'est une équipe qui doit se reprendre un peu rapidement parce que c'est un début de saison un peu difficile en ce moment. Puis on se rappelle que le premier match de Gonzalo Higuaín, c'était contre l'Union de Philadelphie, puis il avait raté un penalty et il s'est fait chambrer par les joueurs de Philadelphie. Mais dans l'ensemble, ça a été un petit peu un match revanche pour Higuaín parce que ça fait du bien de le voir marquer. Moi, personnellement, je savais que Higuaín allait step up parce que c'est quand même un joueur qui est passé par le Real Madrid, par le Napoli. Donc, c'est quelqu'un qui a d'excellentes qualités offensives en tant qu'attaquant. Et juste le fait de voir la connexion Higuaín, Federico et même Gonzalo, ça fait plaisir. Je pense que les parents devraient être fiers parce que les voir ensemble jouer à la cour, à la maison, puis les voir ensemble sur le même terrain, ça fait plaisir à voir. Mais dans l'ensemble, le match, ça aurait pu partir d'un sens comme un l'autre. Les deux équipes se sont procurées beaucoup d'occasions. Miami, par contre, a été plus solide vers la fin. Tu voyais qu'ils tenaient beaucoup plus le ballon, puis que le rythme était plus porté vers eux. Puis j'ai vraiment aimé la performance de Matuidi parce que c'est sûr que moi, étant partisan de l'équipe de France, je suis Matuidi. Donc, ça fait plaisir à voir Matuidi, même ses coéquipiers sortir avec la victoire. Je pense que oui. Un match super intéressant parce que Austin a amassé ses premiers points, sa première victoire. Donc, c'est un match historique pour Matthew McConaughey et Austin, mais 3-1. Colorado a peut-être pas joué le match de sa carrière, mais c'est une bonne première victoire pour Austin. Ouais, vraiment une très bonne victoire. Bonne première victoire pour Austin. Et s'il y a un endroit... Oh, excuse-moi, Richard. Non, vas-y, pas de souci. S'il y a un endroit qui est difficile à gagner, c'est à Colorado, à cause 100%. De l'altitude. Les montagnes. Et Austin est arrivé. Et on dirait que c'était... Austin avait l'air de Colorado. Et puis, ça allait à 100 000 à l'heure. J'ai beaucoup aimé leur vivacité. Et puis, c'est une équipe en plus qui perdait 1-0 dans le match. Et puis, ils ont démontré beaucoup de caractère puis pour aller chercher une belle victoire de 3-1. Oui, vraiment. Puis tu vois qu'en deuxième mi-temps, c'était le show Cecilio Dominguez, lui qui a marqué 2 buts, justement. Mais je pense que ce que j'ai retenu dans ce match-là, ça a été beaucoup l'apport offensif de Diego Fagundez. Même à son âge, ça fait quand même longtemps qu'il est dans la ligue. Puis ça paraît que c'est un gars qui a beaucoup de qualité puis qui amène beaucoup de leadership pour une équipe d'expansion. Ça fait vraiment plaisir à voir. Puis tu voyais que même avec l'absence de Matt Besler, pour des raisons familiales, c'est sûr que ça fait du bien parce que gagner à Colorado, comme tu l'as dit, Arius, c'est très compliqué dû à l'altitude. Puis c'est pas tout le monde qui arrive à gagner là-bas. Puis je sais même à Montréal, des fois, quand on a à Colorado, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher des points. Mais pour une équipe d'expansion comme ça, gagner des points, gagner 3 points sur la route, ça va faire vraiment plaisir. Non seulement à Matthew McConaughey,
mais également pour les partisans de Austin, puis c'est que du positif pour eux. Et là, à 3-1, en plus, là, c'est une victoire quand même relativement franche. Là. C'est pas, on ne peut pas dire qu'ils ont volé le match ou qu'ils ne l'ont pas mérité. À 3-1, c'est une belle victoire. Là. Non, c'était mérité entièrement. Là. Puis même, tu voyais que les gars étaient vraiment dedans, puis ils voulaient vraiment aller la chercher, non seulement pas pour faire taire les critiques, mais comme quoi c'était une équipe d'expansion, puis c'était un peu compliqué. Mais tu voyais vraiment que les gars voulaient vraiment aller chercher la victoire, non seulement pour l'entraîneur, mais pour ses partisans, puis les mettre en confiance. Puis ils sont allés chercher les 3 buts dans les 30 dernières minutes. Donc, ça te prouve comment que c'est une équipe, je pense, qui est bien préparée physiquement. Parce que c'est là, quand on dit que c'est dur d'aller jouer à Colorado, là, c'est ces 30 dernières minutes-là, normalement, qu'ils tombent dans les jambes et que là, ça devient vraiment difficile d'évoluer sur le terrain du Colorado. Exactement, JF. Et puis on a vu que ça allait à 100 000 à l'heure et puis ils étaient partout. Puis les Colorado étaient toujours premier puis deuxième. Regardez, comme tu vois exactement sur cette action-là, sur les ballons. Et puis une équipe qui était efficace dans leur exécution. Et puis, on a vu des superbes célébrations sur le 3e but. Mais oui, c'est ça. Et on parle pas de garbage goal. Là. C'est vraiment une belle construction rapide en une touche de balle tous les joueurs. Donc, c'est vraiment une action de toute beauté. Dans le cas de Houston, donc, qui récolte ses premiers points. Et ça, c'est vraiment plaisant de voir ça aller. Il y avait également Portland face à Houston dans cette fin de semaine-là. Et Portland qui est allé chercher donc un résultat gagnant, les Timbers. Vas-y, Richard, c'est ton équipe, Richard. C'est mon équipe. C'est à célébrer, Richard. Mais pour revenir à ce que tu viens de dire, Jeff, Portland est allé chercher une victoire de 2-1. Mais si tu regardes dans le 11 partant, c'était plus l'équipe B parce qu'on se préparait pour le match contre le Club América. Mais j'ai vraiment aimé la contribution de Asprilla parce que ce gars-là, il peut avoir un match de bon comme il peut avoir des matchs un peu plus mauvais. Mais j'ai vraiment aimé l'aspect offensif de cette équipe-là, même avec les joueurs qui étaient sous le banc avec Valérie, Williamson, Mora. Mais par contre, du côté de Houston, ça a été un match plutôt ça a été un match négatif, oui, mais il y a eu beaucoup de positifs à retenir avec la performance de Pasher, justement, qui a fait une passe décisive sur le but de Bonnet Garcia qui ne meurt jamais. Donc, c'est du positif. Mais dans l'ensemble, moi, je suis content pour Portland, puis je suis content de voir les partisans qui étaient de rendez-vous. Puis Portland, encore une fois, c'est une équipe qui est une équipe gagnante, mentalité gagnante. Puis j'ai hâte de les voir mercredi face au Club América parce que ça va être un match extrêmement difficile parce que Club América, c'est une équipe qui est très, très bonne. Mais pour ce match-ci contre Houston, ça a été plutôt positif. Mais tu voyais qu'avec l'entrée de Felipe Mora à la deuxième mi-temps, le match a totalement basculé. Tu voyais que Portland avait beaucoup de chances de créer. Justement, sur le but de Christian Paredes, c'est justement Felipe Mora qui livre la passe décisive. Puis même encore là, c'est lui qui aurait pu avoir au moins 3 points, 2 buts avec une passe décisive. Mais dans l'ensemble, ça a été un match plutôt positif pour Portland, même avec une équipe B de la sorte. Et défensivement, ils ont quand même très, très bien fait. Et ça, là, le deuxième but, là, on vient de le voir, là, mais ça prend un excellent contrôle quand même pour être capable de faire une frappe en pleine course comme ça. Tu sais, sans contrôle, il est comme dans les airs un peu. Il n'est pas tout à fait à ras le sol, fait que on voit qu'il sauter, là. Fait que ça a l'air facile quand on le regarde, là. Mais c'est très compliqué. Et Jeff, je vais aller même avant le but. C'est le contrôle de la tête, le contrôle en une touche de la tête, en une passe, en retrait pour Diaz, pour qu'il frappe au but. Donc, ça, c'était formidable. Le contrôle, justement. Comme ça, ici, là. Ici, voilà. C'est ça qui est directement, il place dans sa course. Ouais, tu peux pas demander mieux. Tu peux pas demander mieux. Fait que tu vois, l'intention était là, c'était formidable. Et puis, pour revenir aux Timbers, c'est un peu ça qu'on veut voir éventuellement pour un CF de Montréal. Et qu'on a une profondeur, puis qu'on a confiance,
même si c'est le 16e, 17e, 18e joueur qui monte sur le terrain, et puis qu'on sait qu'on va être performant, puis qu'on va être capable de jouer contre n'importe qui dans la MLS. Et Timbers est capable de faire ça. LAFC est capable de faire ça. Toronto FC est capable de faire ça. Donc, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre d'avoir 2 11 partants. Donc, moi, c'est vrai que j'ai l'expression l'équipe B. J'aime pas trop l'expression l'équipe B parce que je pense que si ces gars-là ont un contrat professionnel, ils sont là, c'est parce qu'ils devraient être capables de rendre la marchandise et de permettre à que l'équipe performe et puis gagne des 3 points match après match. Et puis, Timbers représente vraiment une belle façon de développer une équipe gagnante. Et puis, bravo à eux. Et puis, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire au prochain tour de la CONCACAF. C'est cette semaine que ça débute justement ce deuxième tour de la CONCACAF. Avant qu'on en parle, je veux qu'on prenne le temps de regarder un petit peu parce que c'est le seul match qu'on n'a pas les highlights parce qu'il n'était pas terminé avant qu'on entre. Mais le LA Galaxy qui l'emporte 3-2 face au Red Bull. On le disait d'entrée de jeu, le LA Galaxy est la seule formation de la MLS à avoir remporté ses 2 premiers matchs de la saison. Donc, se faufile au sommet du classement, donc dans l'Ouest. Et dans l'Est, j'aime ça le rappeler, c'est CF Montréal qui est en première place, mais ça va être chaud. Donc, ça va être chaud tout au long de la saison. Mais LA Galaxy, c'est pas le LA Galaxy qui l'a emporté, là. C'est Chicharito qui a remporté ce match-là. Ouais, 3 buts pour Chicharito. 3 buts pour Chicharito, puis ça fait du bien de le voir marquer parce que la saison dernière, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Mais Chicharito est arrivé avec une mentalité vraiment il voulait se répentir, en fait. Et je pense que ça fait du bien pour lui, puis ça fait du bien non seulement pour le LA Galaxy, mais ça fait du bien pour la Ligue. Parce que Chicharito, on sait que c'est quand même un des très bons buteurs au niveau, du côté de la sélection mexicaine. Je pense que c'est le meilleur buteur de l'histoire mexicaine. Puis je pense que sa carrière qu'il a connue justement avec le Real Madrid, Leverkusen, c'est juste même à Manchester, ça a été positif pour lui. Mais encore là, je pense que si Chicharito est dans des bonnes dispositions avec Victor Vasquez, justement, c'est bon pour lui là, parce qu'il va exploser les scores. Là. Puis je pense que moi, je vais faire une prédiction. D'après moi, il va marquer au moins 10 buts. C'est tout ce que j'ai à dire. Au moins 10 buts pour Chicharito. Ah, je pense que oui. Là, il y en a 5. Oui, il y en a 5 déjà. Exactement. Il y en a 5. Déjà premier avec 5 buts en 2 matchs. Et on l'avait bien... quand on parlait de nos équipes, les prédictions dans l'Ouest et tout, puis quand on parlait de LA Galaxy, on l'avait bien prédit avec Greg Vanier. Si Chicharito est bien entouré, et puis Greg Vanier, on sait qu'est-ce qu'il a fait avec Toronto. C'est un gagnant. C'est un gagnant. Et donc, on voit déjà ça porte fruit. Une équipe déjà mieux organisée. Et puis, on sait qu'est-ce qu'il a fait avec Jovenko. Donc, il a battu une équipe à l'entour de Jovenko. Fait est-ce qu'on avait besoin d'un Greg Vanier pour bâtir l'équipe à l'entour de Chicharito? Mais Greg Vanier est en train de le prouver encore une fois. Et puis, j'espère que Chicharito va continuer sur le bon chemin. Et puis, je lui souhaite un bon succès tout au long de l'année. Il y a plusieurs partisans du CF Montréal qui crient à toutes les années que la MLS prend toutes les décisions pour nuire au CF Montréal. Prochain adversaire du CF Montréal, c'est Crew de Columbus. C'est la seule formation qui ne jouait pas cette semaine, alors qu'ils ont un match mercredi en Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, nous autres, on pensait les avoir brûlés samedi prochain avec un match en fin de semaine, un match mercredi et un match samedi. Mais ça sera pas facile donc pour le CF Montréal le week-end prochain. Mais Crew de Columbus, donc, qui, comme les autres formations MLS, sera en action cette semaine là, pour les premiers matchs quart de finale en Ligue de la CONCACAF. Ça va être intéressant à surveiller le week-end prochain parce que Arius avait observé la semaine dernière que les équipes avaient eu un down la semaine dernière. Je pense qu'il n'y avait pas une formation qui a marqué 2 buts, si je me trompe pas.
Juste Toronto qui avait marqué retour. 2 buts. C'est ça. Fait que, mais ils ont perdu pareil. Écoute, contre Montréal. Ils ont perdu. Donc, écoute, c'est vraiment logique. Et puis c'est ça que les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, ça va vite. Les gars sont très physiques. Et puis, quand on parle de la MLS, on dit que la MLS, comment que c'est rapide. Et puis, l'exécution de jeu est encore plus rapide encore. Donc, ben oui, et quand on voit ça vient des matchs à la comme CONCACAF, voilà. Et quand on voit des matchs comme LAFC, Seattle, on comprend que c'est pas tous les matchs qui sont comme ça, là, mais on vient de prendre vraiment un hop. Là. Voilà, exactement. Donc, le rythme est encore plus élevé. Donc, ça va encore plus vite. Donc, c'est encore plus demandant. Fait que si tu te retrouves à jouer 2 matchs de ce genre dans la semaine, plus les entraînements, ça devient c'est plus mental que physique là, à la fin. Et il y a des joueurs qui vont physiquement, qui vont être capables de passer à travers. Puis il y a des joueurs que ça va être plus difficile pour eux de faire 2 matchs en moins de 72 heures. Parce que là, c'est ça. Toutes les équipes qui sont en CONCACAF cette semaine ont joué sauf le Crew de Columbus. Et si je regarde donc la cédule de cette semaine, je veux juste regarder parce que je n'ai pas regardé si toutes les équipes jouaient. Vont rejouer en fin de semaine. Mais si je regarde rapidement, Columbus, Montréal sont en action. Atlanta va jouer contre le Revs le week-end prochain. L'Union affronte New York City. Portland affronte FC Dallas. Et l'autre formation, c'est Seattle qui est là. Seattle, exactement. Oui, c'était Seattle, oui. Va jouer contre LA Galaxy. Donc ça c'est pas fait. Ça se peut que Chicharito s'en mette 3 autres. le week-end prochain. Par contre, là. Parce que là, c'est pas facile d'avoir joué en fin de semaine, de jouer mercredi et de rejouer le week-end prochain. Ça fait 3 matchs là, à l'intérieur d'une même semaine. C'est pas évident. Puis c'est là l'importance d'avoir une bonne profondeur parce que c'est sûr que si tu as l'occasion de reposer certains joueurs clés et que la profondeur livre la marchandise, c'est que du positif pour l'équipe. Ça démontre à quel point l'équipe a du caractère. Et je pense que du côté du Crew, c'est sûr que l'équipe va être épuisée, mais n'empêche que derrière eux, il y a quand même des Bradley Wright Phillips, il y a quand même de la qualité même en arrière. Tu as même Molino, je ne sais pas s'il va être de retour. Même Alexandro Matin qui sont allés chercher durant l'entre-saison. On dit beaucoup de bien de lui. Donc, ça va être un match plutôt compliqué du côté du CF Montréal. Mais le Crew, c'est ça, c'est une équipe forte, une équipe gagnante. Déjà là, le fait qu'ils ont gagné une MLS Cup puis avec un entraîneur qui a déjà gagné en la personne de Caleb Porter. Ça va être un match compliqué pour eux. Mais c'est vraiment une question de profondeur, encore là, du côté du Crew qui va faire la différence dans ce match-là. Et tu sais, Richard le disait tantôt, le mentionnait, justement Portland qui s'est tranquillement pas vite préparé à ce match-là. Fait qu'on voit l'importance de cette profondeur-là. Ils ont été capables quand même de tenir Houston et d'aller chercher 3 points dans un match où ils ont mis la table un peu, Portland, pour le match de mercredi. Exactement. C'est sûr qu'avec Valérie qui était sur le banc, même avec Mora qui était sur le banc, Mabiala qui n'était pas là, Mabiala était là, oui, mais Zoupari qui n'était pas là sur le banc, n'était pas sur le 11 partant. Ça nous montre encore une fois que la profondeur est très importante. Et si Portland arrive à gagner contre le club américain, ça veut dire que la MLS a pris beaucoup d'envergure à comparer à la Ligue mexicaine parce qu'on se disait auparavant que la Ligue mexicaine était 100 fois meilleure que la MLS, mais là, tu te rends compte que maintenant, avec 5 équipes en MLS qui ont une chance de gagner la CONCACAF, ça démontre à quel point la Ligue a tellement évolué, puis la Ligue a pris beaucoup de qualité, notamment avec les joueurs qui viennent non seulement de l'Amérique du Sud, mais qui viennent également de l'Europe, puis qu'il y a beaucoup de joueurs africains qui viennent également en MLS. Puis moi, si Portland arrive à gagner, je sais, ça c'est mon cœur qui parle, là, si Portland arrive à gagner contre le club américain, c'est que du possible pour la MLS, puis j'espère à tout prix que Portland vont gagner contre le club américain, puis qu'une équipe MLS remporte finalement cette coupe-là, parce que je pense qu'on est dû, puis on est dû, là, parce que c'est trop. Voilà. Alors, à surveiller cette semaine, donc mardi, Atlanta-Philadelphie, c'est le seul match
où on est sûr de voir une équipe MLS donc poursuivre sa route dans la Ligue des Champions. Toronto affronte Cruz Azul. C'est mardi également. Mercredi, Columbus face à Monterrey. C'est mercredi également que Portland affronte Club América. Donc, ça va être 4 matchs à surveiller. Et le week-end prochain, ben, dans ceux que je vais surveiller avec attention, il y a Montréal, bien sûr, Columbus. Mais sinon, c'est une semaine, sans dire moins chargée, c'est une semaine où Seattle, LA, Galaxy, ça va être super intéressant. Mm-hmm. Mais sinon, là, il n'y a pas vraiment de rencontre ou de duel au sommet dans cette troisième semaine-là. Donc, on va regarder un petit peu là, à gauche et à droite l'ensemble des matchs. Ça va être une semaine plutôt pas tranquille, mais qui va attirer beaucoup d'attention, surtout du côté de la CONCACAF, parce qu'on s'attend à ce que la MLS remporte du côté de cette ligue-là. Mais encore, comme tu as mentionné, c'est sûr que pour ma part, je vais regarder le match LA Galaxy contre le Seattle Sounders, parce que c'est un match plutôt relevant, très offensif. Puis je pense que Greg Vanney va pouvoir amener un peu plus de qualité puis un peu plus de leadership dans cette équipe-là. Donc, c'est bon pour eux. En CONCACAF, Arius, on est sûr de voir une équipe de la MLS poursuivre son chemin parce que Atlanta affronte Philadelphie. D'après toi, dans les 3 autres confrontations, est-ce qu'il y a une chance qu'on voit des clubs MLS poursuivre leur chemin? Moi, à mes yeux, la plus belle chance, c'est Columbus face à Monterrey. Les autres, ça va être quand même difficile. Le Club América sont pas gagnés et Cruz Azul non plus parce que Toronto sont pas bons. Tu l'as bien mentionné, bon, on va voir une équipe des MLS passer quand même en demi-finale. En demi-finale. Et puis, ben, je souhaite que Philadelphie passe. J'aime beaucoup Philadelphie. Puis je pense qu'ils ont aussi géré leur équipe de cette façon-là en fin de semaine. Ouais. De façon de pouvoir aller chercher cette victoire-là contre Atlanta. Qui a tout donné cette semaine. Qui a tout donné cette semaine, exactement. Et puis, Toronto FC, c'est la seule équipe canadienne, puis je le souhaite, qui continue la route aussi. Ben moi aussi, pour vrai, sans farce, là, je dis en blague que je les aime pas, mais c'est ça, exactement. Moi aussi, j'aimerais voir là, une équipe canadienne poursuivre, puis comme c'est la seule, on va être derrière, puis on va les suivre. On va être derrière, exactement. Et puis, qui va permettre à ce qu'une équipe d'assurer d'avoir une équipe MLS en finale si Toronto passe. Donc, après ça, ben, Monterrey, Columbus a un avantage sur Monterrey. Et puis Portland, Club América, comme Richard a bien dit, ben, Club América est un club très reconnu qui connaît très bien ces genres de compétitions d'envergure et puis qui sait comment les gagner. Et puis la même chose pour Cruz Azul aussi, donc Toronto FC puis Portland, comme tu l'as si bien dit, GF, ça va être les 2 équipes qui vont être que la marge va être un peu plus haute à passer, mais après ça, à franchir. Donc, mais après ça, mais je crois que Columbus et Philadelphie devraient avoir leur chance d'aller aux grands honneurs. Je pense que oui, Timber, Richard, ils vont se gagner. Tout ce que je souhaite, en fait, pour Portland, que ce soit Portland ou même les équipes en MLS, j'espère juste qu'on ne va pas se faire concacafé parce que on sait très bien que la MLS en CONCACAF, on se fait toujours backstab. Excusez mon anglicisme, mais on se fait toujours avoir. Puis j'espère que Portland vont pouvoir passer, que ça va lancer un message clair comme quoi la MLS, c'est une ligue qui est totalement supérieure à la ligue mexicaine. J'espère qu'ils vont gagner, mais s'ils perdent, c'est pas grave, là. On va se concentrer sur la saison. Je suis pas d'accord, Richard. Je ne suis pas encore supérieur à la Ligue mexicaine. Moi, je pense que oui, mais encore là, ça, c'est un autre sujet qu'on va débattre prochainement. Mais... Oui! Mais encore là, j'espère que la MLS va pouvoir remporter cette coupe parce que vraiment, on se fait toujours concacafé. Si tu regardes Toronto, Montréal contre Club América, ça fait encore mal. Je ne vais pas vous mentir, ça me fait encore mal. Puis même à voir Toronto, la seule équipe canadienne, même si je ne les aime pas, j'aimerais qu'ils passent contre Cruz Azul parce que Cruz Azul, c'est quand même la meilleure équipe de la Ligue en ce moment. Ils sont premiers derrière Club América. Puis ça va être compliqué pour eux, mais j'espère qu'ils vont pouvoir ressortir un résultat plutôt positif.
Et comme Arius disait, si Toronto passe, on est sûr d'avoir une formation de la MLS en finale. Donc ça, c'est vraiment bien pour la MLS et le circuit Garber. Donc on va espérer que tout se place bien pour ces équipes-là. Et pour le soccer au Canada aussi, hein? C'est vraiment bien. C'est ça. Fait que si on résume tout ça, on a eu une méchante belle semaine, une méchante belle deuxième semaine. Vraiment. Je pense que la troisième va être encore aussi enlevante. On l'espère en tout cas. Mm-hmm. Mais c'est ça. Donc, on va regarder tout ça, les matchs évoluer cette semaine. On va suivre tout ça avec vous autres. Si vous avez des matchs que vous voulez suivre ou que vous voulez qu'on suive et qu'on analyse plus en détail, gênez-vous pas de nous laisser des commentaires. On va les prendre. Et on se parlait là sûrement que on va regarder justement des joueurs comme joueurs de la semaine où on va essayer de créer quelque chose comme ça. Là. J'en parlais l'autre fois avec Richard. On va essayer de créer là, soit joueur offensif de la semaine, joueur défensif de la semaine. Quelque chose comme ça là, pour décerner des trophées individuels BBN à travers le circuit. Mais je pense que ça va être intéressant. Puis on fera voter les auditeurs justement sur une sélection qu'on se fera entre nous trois, qu'on soumettra à l'audience. Je vous souhaite une bonne semaine, les boys. Merci. Bonne semaine à toi, Jeff. Et puis, espérons qu'on va voir un toy rester un peu plus long sur le terrain pour pouvoir donner un deuxième but durant le match. Mais je te dis que l'Impact, CF de Montréal m'a vraiment surpris dans leur début de match. Et puis, j'espère qu'ils vont pouvoir exploiter ces débuts de match-là et puis d'avoir une belle saison. Depuis le début de la saison, j'ai 2-11 parfaits. J'avais soumis mes 11 avant les matchs. Fait que mes 2-11 sont exactement à 100% respectés. Cette semaine, je vais hésiter un petit peu plus. Là, contre Columbus, est-ce qu'on revient? Parce que d'un côté, je pense que le CF Montréal devrait revenir dans une défensive à 4. Contre Columbus, je pense que ça serait plus équilibré. Mais d'un autre côté, de la façon que joue présentement Zachary Broguillard, tu ne veux pas lui demander de rester en défensive. Exactement. Tu veux l'avoir comme piston dans le couloir latéral droit. Et ben, si tu le veux là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu ailles avec une défensive à 3. Donc, est-ce qu'on donne une nouvelle chance à Struna? Est-ce qu'on ramène Waterman? Est-ce qu'on tente Zoran Bassong en défensive centrale? Ou moi, je me dis, tant qu'à être mal pris, pourquoi pas mettre Samuel Piette au centre de la défensive puis amener à Amar Sedic avec Wanyama? Si on ne l'essaye pas, on ne le saura pas, mais c'est pas le premier choix. C'est pas le premier choix. Là. Je pense qu'une des raisons pourquoi aussi Samuel Piette, je pense qu'on ne le met pas dans cette position-là, c'est plus côté aérien, parce que dans la MLS, côté aérien, il est petit pied là. C'est difficile côté aérien. Puis tu as vu un Kamal Miller quand même assez grand puis physique. Puis comment il s'est fait battre dans les airs sur le premier but. Donc, on en a parlé aussi. C'est les centres qui viennent sur les ailes. C'est difficile pour les défenseurs parce que les ballons viennent de côté et puis il faut qu'ils s'ajustent. Et l'attaquant, lui, il s'en vient en pleine vitesse. Donc, c'est très difficile pour lui de s'ajuster rapidement. Et pour revenir à Broguillard, tu as amené un très bon point, JF. Pour moi, tu peux pas le sortir. Non, tu peux pas le sortir. Non, en ce moment, hier, par exemple, si je reviens au match de hier, il y a des moments qu'il fallait qu'il continue à attaquer. Il revenait le ballon vers en arrière. Quand tu es dans un momentum, en tout cas, moi, j'ai joué sur cette position-là, latérale. Quand tu es dans un momentum, et puis en plus, le but lui avait donné beaucoup d'énergie, je pense que l'équipe aurait dû continuer à exploiter, puis à continuer à lui donner cette énergie-là, puis à lui dire, vas-y, continue à exploiter ce côté-là, parce que il y a des moments, je pense que l'Impact aurait pu continuer à exploiter le côté droit en première demi, surtout en première demi. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont voulu garder possession du ballon.
Mais Broguillard, en ce moment, il a un superbe début de saison et puis défensivement, il doit s'ajuster un peu plus parce que sur le premier but, aussi, là, à ce moment-là, quand tu es rendu dans le tiers défensif complètement sur ta ligne, il faut que tu fermes un peu plus ton attaquant pour éviter ce centre-là. Donc, ça aussi, défensivement, c'est sûr qu'on lui demande beaucoup maintenant pour un jeune joueur, mais il est en train de nous... Quand on parlait de référence, ben, ça, c'est le genre de référence que j'aimerais avoir comme joueur québécois sur le terrain. En ce moment, s'il est en train de continuer à nous donner cette performance-là, ben, il va être un joueur de référence pour les joueurs québécois. Ben oui, et s'il continue de jouer du soccer comme il le joue présentement, Zachary Broguillard, moi, je pense que c'est sa dernière saison à Montréal. Définitivement. C'est sûr. Il va aller jouer au soccer dans un tant autre mieux pour lui, puis tant mieux pour le club. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Puis tant mieux pour l'équipe nationale canadienne aussi, parce que c'est que du positif de voir des jeunes Canadiens, Québécois en plus. C'est pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup là en Europe, là. Il y en a très peu. Puis ça serait comme un sort de pionnier, si on veut, pour les jeunes qui aspirent justement à aller en Europe. Donc, c'est que du positif. Un autre très bon point, Richard, parce qu'en ce moment, s'il continue comme ça, il va se faufiler pour les qualifications, là, pour être invité là, pour l'équipe nationale. Là. Ouais, justement, pour la Gold Cup en plus, qui arrive bientôt. Pour la Gold Cup, c'est que du positif pour lui. J'espère que John Herman regarde les performances de 17 Montréal. C'est sûr, c'est certain. C'est ça, exactement, ça prend ça. Fait que là-dessus, ça fait le tour. Bonne soirée. Je vous remercie les boys. Bonne soirée, Bonne soirée à tous. Bonne soirée, aux auditeurs. Merci aux auditeurs. Bye-bye. Bye-bye.